Bon, merci à toutes et à tous. Pour vous présenter donc rapidement, vous avez le nom des différents intervenants. Sébastien, qui est le secrétaire général de l'AMF. Même moi, je commence à connaître parce qu'il est un invité fréquent des débats de l'Anacofi. Juste à côté de lui, Nebocha, que vous connaissez, Anacofi. À côté, Daniel, qui est senior advisor chez EY. À côté, Grégoire, qui est à la CPR. Et enfin, David, que je ne présente pas. Donc, deux, je ne sais pas si on peut dire, entre guillemets, régulateurs, deux membres de l'Anacofi et en plein milieu, un arbitre de nos débats. Il faudrait peut-être avoir une forme de neutralité bienveillante pour essayer de trancher entre s'il y a des différends. L'intitulé de cette deuxième table ronde, c'est « Actualité de nos professions, vision et décision de nos régulateurs, superviseurs nationaux et évolution de la réglementation imposée par Bruxelles ». En gros, un peu comme pour la table ronde précédente, j'aurais envie d'introduire les débats en disant qu'on est dans une période d'instabilité et de flou. Il y a à la fois quand même des textes qui ont été votés il y a quelques années, qui commencent à être mis en application. Il y a d'autres qui sont en cours de discussion à Bruxelles ou à Paris. Il y a en même temps, alors je ne suis pas tout à fait assez spécialiste, mais je le disais, un débat à Bruxelles qui montre autour de tous les jours. On voit des articles sur simplification, omnibus, et donc une remise en cause de certaines choses qui peuvent concerner plus ou moins directement certains des thèmes qu'on pourrait avoir à aborder ce soir sur à la fois devoir de vigilance ou autre, mais pas pour les entreprises et pour le monde du placement, et peut-être aussi certaines choses. Voilà. Donc on est à la fois dans une période d'intense activité et en même temps un petit peu de flou. Les mots-clés, je me souviens les années précédentes dont on parlait tout le temps, c'était Retail Investment Strategy. Ou... RIS, ouais. Voilà, c'est ça. Ouais. Bon, mais il y a aussi en même temps en ce moment à Bruxelles le Simplification Act. Bon, il se passe pas mal de choses. Peut-être ce que je voudrais, c'est qu'on ait un peu deux parties dans ce débat. Une première partie un petit peu technique, mais pas trop longue, sur c'est quoi les grands dossiers qui ont marqué ou qui vont marquer ceux qu'il faut qu'on regarde dans l'année qui vient. On est à la fois à la fin de l'année, mais on se projette déjà aussi un tout petit peu sur 2026. Et puis une deuxième partie peut-être avec des questions plus transversales et peut-être, je dirais, d'une manière générale, un peu peut-être plus philosophique. On ne va pas faire de la philo juste avant l'apéro, mais sur des questions qui sont plus sur, alors, pas forcément dans le détail, mais qui sont sur les thématiques de la régulation et de ce que ça vous inspire. Peut-être pour commencer, tout à l'heure, j'ai fini par donner la parole aux membres de l'Anacofi, mais là, j'ai envie de commencer par les membres de l'Anacofi, à la fois David et Nebocha, sur qu'est-ce que vous retenez comme dossiers qui ont marqué l'année ou ceux qui vont commencer l'année. Alors, je ne sais pas, David a un micro, Nebocha ici, donc... Les mêmes, mais avec des évolutions. Alors, vous avez le droit, je dis qu'on se vous voyait sur scène, d'être un tout petit peu... On n'est pas à la radio, donc c'est pas grave. Oui, donc les sujets, bon, d'abord on a toujours la RIS, ou plus exactement tous ces textes dits omnibus. Alors évidemment, on va discuter certainement des évolutions et de la vision qu'en a l'AMF et peut-être la CPR, mais on a toujours la Retail Investment Strategy qui est dans les tuyaux, qui a du mal à accoucher. Les Danois vont certainement pas l'accoucher, mais ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient pour le faire. Les suivants peut-être, encore que si j'ai bien compris, c'est les Chypriotes, qui la dernière fois avaient planté MIF dans les grandes largeurs, faute de moyens. Donc on verra. Mais donc on a ce texte, si ce n'est que, comme tu l'as dit, on a une apparition de nouvelles idées, le Simplification Act, qui serait une nouvelle façon de faire du texte, de faire les textes, et pour nos régulateurs ou superviseurs avec quelque chose qui était dans les premières idées posées sur la table, qui était de dire, bon, pour faire simple, faisons moins discutable. Voilà. Alors là, la question, c'est quand même de savoir ce que ça signifie. Mais par exemple, dans leur idée de départ, c'était de dire, bon, on va écrire plus complètement les textes européens, et du coup, ils seront moins interprétables nationalement, par exemple. Donc ce Simplification Act, il ne dit pas que ça, c'est pas que ça l'idée, mais effectivement, il est né cette année, on va dire ça comme ça. Et il doit porter ses premiers fruits l'année prochaine dans tous les débats, je pense qu'on le confirmera, on voit des effets de ça, c'est-à-dire qu'on essaye de faire un peu plus simple. Mais attention, le un peu plus simple pourrait aussi être un peu plus violent, si je peux le dire comme je le pense. Surtout quand on a reçu la première consultation là-dessus, nous on a été consultés dès le début, et on a reçu la première consultation, on a les premières phrases qui étaient écrites et assez inquiétantes. Pour faisons simple, faisons dur, quoi. Donc... oui, alors c'était pas forcément notre idée de départ. Bon, voilà. Surtout quand de l'autre côté on dit est-ce qu'on n'est pas un peu trop régulé.
Voilà. Est-ce qu'on n'a pas un peu trop de texte? Est-ce qu'on n'est pas un peu le continent des normes? Et Là, on commence à attaquer déjà les questions philosophiques. Non, mais tu vois, que je voudrais attaquer. Donc il y a ça. Donc après, tu as quoi? Tu as tous les débats autour de l'évolution des projets ESG. RSE, enfin tout ce genre de choses qui étaient sur la table, qui sont depuis un peu avant le Covid, encore un peu plus après le Covid, et qui sont toujours là, avec des projets d'évolution. Est-ce qu'on fait un SFDR suite? Est-ce qu'on fait tout ce genre de trucs? Donc c'est encore les mêmes sujets, si ce n'est qu'on y voit peut-être un peu plus clair dans les propositions. On a toujours des sujets... Alors non, pardon, j'allais dire, on a toujours des sujets autour de la crypto. Non, ils sont nationaux, ceux-là. Ils sont devenus nationaux, puisqu'on nous parlait d'un MiCA 2, je ne sais pas quand il existera, on nous disait 36 mois après le MiCA 1, mais finalement le MiCA 2, on n'entend pas parler. Donc on verra bien. Mais donc ça reste un peu dans les tuyaux, ça c'est pour Bruxelles. Nationalement, on a dit, le grand sujet du moment, c'est nos sujets autour de... Il n'y a pas vraiment d'organisation métier. On a eu la loi d'industrie verte qui a déjà eu des effets. Donc c'est vous, les régulateurs et superviseurs, qui maintenant avez à mettre ça en musique. Mais sinon, voilà. Et pour faire des nouveaux projets politiques sur l'organisation des métiers, il faudrait encore avoir des politiques. En tout cas, en capacité de décider des choses. Alors, à défaut, il y en a qui le font. Et ils sont là. C'est les régulateurs et superviseurs qui, du coup, pendant ce temps-là, s'occupent de construire leur doctrine ou équivalent avec ce qu'on a sur la table. Et il n'y a à cette heure, à notre connaissance, pas de nouveau projet national de réorganisation métier notable, pour le coup. On abordera, je pense, ces sujets. Et alors, un sujet, mais il n'est pas réglementaire, il est réorganisation de nos professions. Il y a une tendance claire de réorganisation. Donc on parle des fusions de nos cabinets, on parle de ce qui vient percuter avec l'IA, la construction même de nos schémas internes qui est à l'œuvre et qui l'était déjà depuis, on va dire, essentiellement 2 ans, mais qui va continuer. Voilà. Et là, on ne n'est pas dans le réglementaire, on est dans la réorganisation métier. D'accord. Nebotcha. D'un point de vue plus pragmatique, on a des super échanges intra-associations et avec nos régulateurs, donc sur lesquels on travaille et on collabore sur des projets, surtout sur la partie mise en conformité et contrôle. Donc ça, c'est des points importants qui peuvent changer nos vies aussi. Donc faisons les textes, faisons-les appliquer et vérifions qu'ils soient bien appliqués. Donc c'est vraiment un point important. Voilà, ça c'est le gros du sujet. Bien entendu, value for money. Impact réel malgré la venue des textes, on va dire ça comme ça. Donc ça change vraiment le paysage. Donc c'est toujours la même chose. Alors là, c'est plutôt philosophique. C'est empêchons les gens de travailler, de se rémunérer, comme ça ils chercheront à faire des produits en fraudant autrement. Donc, puisqu'à partir du moment où ils ne peuvent pas se payer un steak, ils vont chercher à gagner de l'argent autrement. Donc, et c'est pour ça qu'on rappelle tout le temps que l'intérêt du client et la rémunération du CGP, je vais reprendre une des citations qui avait été faite à l'époque à l'AFG, c'est la même pièce. Donc on est du même côté, on n'est pas du même côté, mais de l'autre côté, on a un équilibre financier. Donc ça, c'est un point qui est important. Et puis pour conclure, bien entendu, MiCA qui est au cœur, on le voit tout à l'heure avec la question d'un intervenant sur la partie crypto, qui est une vraie question et là qui se pose pour protéger l'épargnant et du coup de bien pouvoir utiliser des gens qualifiés, diplômés, certifiés par l'AMF, sérieux, pas vendeurs en chemisette, qu'on fait des études, qui accompagnent leurs clients. Voilà, c'est le rôle de nos adhérents de l'ANACOFICIF. Bon, on a déjà débordé un peu sur les questions philosophiques, mais pour terminer le tour de table sur bilan 2025 et perspective 2026, peut-être quand même passer la parole à Sébastien et à Grégoire sur l'année écoulée, et puis on ouvrira ensuite tout le débat sur les questions qui ont été soulevées sur simplifier jusqu'où, simplifier comment, que faire quand il n'y a plus de politique. Je pense que c'est des thèmes qui vont nourrir la deuxième partie de la discussion, mais peut-être rétroviseur et petit coup de projecteur sur l'AD. Rétroviseur, nous, on ne fait pas de réglementation au niveau national, on ne se transpose pas. C'est un engagement fort qu'on a pris à l'AMF depuis 2023. On désurtranspose même. Et par ailleurs, les CIF, c'est un régime national. Donc, je vais y revenir. Donc, on se concentre en revanche, comme l'a dit Nebotcha, sur l'application de ce qui existe en revanche. Et ça, c'est notre métier. Notre premier métier qui est supervisé et après vient réguler.
Sur la supervision, donc on a des échanges avec les associations, dont la NACOFICIF, évidemment. La première d'entre elles en termes d'adhérents, pour contrôler, former les CIF. Et c'est une population que nous apprécions, comme toutes les professions régulées. Simplement, et donc vous avez des décisions de commission de sanctions, encore une assez récemment, qui peut être assez exemplaire, mais tellement exemplaire qu'elle montre bien que voilà, il y a toujours un petit vilain canard dans une profession, pas propre au CIF, qu'il faut pouvoir traiter, écarter. Et puis après, évidemment, il y a ceux qui font pas très bien, qui sont pas bien formés, il faut améliorer. Puis il y a toute la masse qu'on ne regarde pas parce qu'elle travaille bien. J'imagine qu'elle est uniquement représentée dans cette salle et je m'en félicite. Ça, c'est notre cœur de métier. Après vient, et nous sommes aussi partis, comme les CIF, la NACOFICIF, les associations, de modifications réglementaires qui viennent, pour le coup, de Bruxelles. On n'a pas tellement au niveau national. Bruxelles, vous avez évoqué MICA. Bon, la question est assez claire pour les CIF, to be or not to be, en fonction de ce que vous avez envie de faire. Ça ne sera sans doute pas tous les CIF, mais peut-être certains. En tout cas, nous sommes ouverts, effectivement, à agréer MICA, CASP, des CIF, il n'y a pas de souci. Il y a la RIS. Alors la RIS, on verra. MICA, au moins, c'est voté, son application. Il y a une période transitoire qui s'achève bientôt. C'est du concret. La RIS, on en parle beaucoup. On verra ce qu'il en est. Si c'est, alors il y aura du travail, parce qu'effectivement, il est prévu que pour les régimes nationaux, dont font partie les CIF, où on raisonne par analogie, il y a quand même des choses qui vont être modifiées dans le truc qui doit être après par analogie, donc sans doute qu'il y aura quand même des choses qui seront à regarder. C'est quand même trop tôt pour être dans le détail de ce que ça signifierait concrètement ou pas. On va déjà attendre de voir si les Danois ou les Chypriotes arrivent à un accord politique. Après, il y a le travail technique. Après, il y a les juristes linguistes, et c'est important. Tout ça pour dire qu'on n'y est quand même pas dans les 2 semaines. Voilà. Donc, ça sera, si ça arrive, quelque chose de très impactant. Mais encore une fois, nous, on sera dans ce cadre-là, je pense, vraiment fidèle à nos lignes directrices, qui est de ne pas surtransposer. En l'espèce, c'est un régime national, donc voir ce qu'il faut reprendre de manière nécessaire, mais suffisante également. Donc, il y a un côté frugal dans les exigences que nous pourrons imposer, et surtout une recherche d'efficacité. Encore une fois, là, je parle de manière théorique. Voilà, on va attendre de voir ce qu'il en est côté Bruxelles. Grégoire, sur 2025 et 2026, qu'est-ce que vous retenez ? Alors, là, le paysage a déjà été bien dressé, donc je ne vais pas rajouter grand-chose. Sur le front de l'assurance vie, puisque c'est celui qui vous intéresse principalement du côté ACPR, on n'a pas beaucoup de choses en plus à signaler au niveau européen. Sébastien l'a dit, la RIS, ça avance, mais ça sera long, même si on a des décisions. On peut noter qu'un certain nombre de choses se sont stoppées. Alors, simplification ou pas, mais on ne parle plus de FIDA, par exemple, maintenant. Donc, quelque part, les idées infusent, mais je crois que chacun cherche un nouveau rythme, vous l'avez bien dit, sur ce sujet-là. Alors, si on se concentre sur le front un peu plus national, comme l'a dit Sébastien, nous ne sommes pas régulateurs, ni l'AMF ni la CPR, nous sommes des superviseurs, donc nous ne créons pas de texte, enfin nous n'écrivons pas de texte, nous pouvons à la marge écrire des choses quand il y a un besoin, une demande d'interprétation. Vous créez une jurisprudence quand même ou... Alors, les sanctions créent de la jurisprudence, mais le superviseur lui-même, non. Ce que nous faisons en revanche, c'est que nous essayons d'observer le marché et d'accompagner les tendances. Donc, alors il y en a une qui est ancienne, mais qui va rentrer en application le 1er janvier 2026. C'est la recommandation ACPR sur le devoir de conseil, qui vous concerne, puisque elle a été prise il y a 1 an. À la demande des professionnels, on a repoussé sa mise en application pour permettre une meilleure adaptation des systèmes d'information. Et elle entre en vigueur le 1er janvier 2026. Donc essentiellement pour l'assurance vie, c'est le devoir de conseil dans la durée. Comme vous êtes CIF et que vous faites très bien votre travail, ça ne vous demandera pas de travail supplémentaire, bien évidemment.
Je dis sur le ton de la plaisanterie, mais en fait qu'à moitié, puisque sur les professions de l'épargne, c'est pas là où on a le plus de difficultés en matière de qualité du conseil et d'accompagnement des clients. Deuxième point, nous avons travaillé d'arrache-pied avec l'AMF pendant près d'1 an pour essayer de faciliter ou de rendre en tout cas moins compliqué le recueil des préférences ESG des clients. Nous faisons face à des textes qui sont très complexes, morcelés, qui sont pas très bien articulés parce qu'ils sont issus d'inspirations différentes. Et donc nous avons travaillé ensemble et avec les professionnels pour voir comment on peut simplifier ce parcours client, puisqu'on constatait en fait que les clients, les professionnels, comme la réglementation était compliquée, hésitaient à proposer des produits à fort contenu ESG parce qu'ils avaient peur de mal conseiller, et les clients qui ne comprenaient pas n'en achetaient pas. C'est quand même un constat d'échec, puisqu'on veut quand même promouvoir cette finance durable. Et donc nous avons, au cours de ce second semestre, explicité que nous avions des conceptions, disons, plus simples de ce parcours, où le professionnel peut demander à son client s'il est intéressé par des produits ESG, et si le client est intéressé mais ne désire pas rentrer dans le détail des textes comme normalement, initialement, les textes étaient tournés pour ce faire, eh bien, nous admettions une offre simplifiée de la part des professionnels, ce qui rend la vie plus simple pour tout le monde et au plus grand profit de la finance verte. Voilà. Et puis je signale, et c'est pour 2026, alors ça n'est pas de la jurisprudence, ça n'est pas non plus disons de la doctrine, mais simplement une synthèse d'un certain nombre de points trouvés en contrôle aussi bien par l'AMF que la CPR sur des contrôles, dans des contrôles qui ont concerné des processus de commercialisation. Nous avons fait une petite synthèse. Alors ça n'est pas du tout une vue d'ensemble du marché, puisque comme Sébastien l'a dit, on ne va voir que là où ça va pas bien. On ne va pas voir là où ça va bien, parce que ça va bien, et en plus, on vous ferait perdre votre temps et le nôtre. Donc, nous nous sommes concentrés sur les endroits où, à la marge, il y avait encore des choses à améliorer, et nous permettront ainsi aux professionnels d'avoir une vue des passionnés, et anonymisée, bien entendu, sur le contenu de certains contrôles, pour mieux comprendre comment le superviseur analyse ces éléments. Mais ça n'est pas de la réglementation, c'est plus, si vous voulez, un retour d'expérience. Merci. Daniel, vous qui êtes à l'interface du marché avec des clients, SIF ou autres, qui vous font des demandes, qu'est-ce que vous avez noté comme tendance ou comme peut-être point de nouveauté sur des questions de régulation ou de supervision ou de problèmes en 2025 et sur les perspectives 2026? Est-ce que c'est une année où certaines choses ont, selon vous, commencé à émerger ou à prendre plus d'ampleur? Alors, je vais répondre en 2 temps. Dans un premier temps, je vais dire que l'évolution de la réglementation, pour moi, à la base, c'était au niveau européen la transparence et la comparabilité, ce qui étaient des concepts très simples et qui permettaient de rendre transparent aussi les rémunérations, les avantages et les points comme ça. Puis ça s'est complexifié, de plus en plus complexifié. Quand David dit « je trouve pas de politique, donc je trouve les tutelles », je dis tutelle, mais c'est pas péjoratif, hein. Je me dis, s'il n'y a plus de politique et qu'il y a des tutelles, les tutelles devraient discuter au niveau européen des points. Et je n'imagine pas que la CPR ou l'AMF voient passer un texte, ou ne verraient pas passer un texte qui serait allé discuter ensuite par des politiques en Europe. Donc en fait, moi, ce que j'attends des tutelles, c'est potentiellement qu'elles accompagnent au jour le jour, sans trop complexifier, les professions réglementées, donc les SIF. Ça c'est mon premier point. Le deuxième point, c'est, merci Grégoire, si jamais on est dans une gaussienne et qu'on peut repérer ceux qui trichent ou ceux qui ne travaillent pas bien, dans ce cas-là, il faut se concentrer sur cela et on n'a pas besoin de réguler trop. Parce que moralement, on sait très bien, quand on triche, qui triche et comment il triche. Enfin, c'est peut-être de temps en temps difficile de démontrer
que quelqu'un triche. Et puis en plus, quand on a un menteur, il est habitué à mentir. Et quand on ne sait pas mentir, c'est plus difficile, mais ça se démontre. Ça, c'est mon premier point. Le deuxième point, c'est que on génère aujourd'hui beaucoup de logique floue, beaucoup d'incertitudes. Sébastien, j'entends bien quand on dit ça ne va pas se faire en 15 jours, mais de temps en temps, il y a des textes européens qui répondent à d'autres textes européens, qui sont transposés petit à petit, si bien que quand on est sur un texte et qu'il y a un autre texte qui est pris, eh ben, on va remettre en cause le premier. Je donne juste un exemple. On a parlé de la régulation qui est donnée via la doctrine, via la commission des sanctions, par exemple, de l'AMF. Il y a pas mal de sociétés de gestion, là, qui se sont fait allumer sur la surveillance ou pas, mais on y reviendra, la surveillance ou pas de la valeur ajoutée par les CIF. C'est un vrai sujet, mais les dispositions qui ont été prises peuvent être, pour la RIS, qui arrive dans quelques mois, peuvent remettre en cause la décision de la commission des sanctions. Donc est-ce qu'on ne peut pas attendre de temps en temps un peu plus pour livrer des blocs réglementaires qui soient applicables? Et en fait, cette incertitude qui est sur la place sur certains sujets, il y a des choses qui sont claires et qui ne peuvent pas être autrement que claires. Cette incertitude, elle terrorise, au sens propre du terme, les établissements qui peuvent être contrôlés un jour ou l'autre. Moi, j'ai vu, comme tout le monde, la sanction CARA. Mais quand on voit la sanction CARA, on se dit, enfin, je veux dire, c'est logique. Enfin, moi, j'ai quand même des clients qui sont contrôlés par l'AMF ou par la CPR. Quand je lis les rapports de contrôle, je pense que je bosse pour des escrocs. Et pourtant, si on a accepté de bosser avec eux, c'est parce qu'on pensait qu'ils étaient honnêtes. Donc il y a aussi cette chose-là qui a une sorte d'écart phénoménal entre la puissance que peuvent représenter certaines tutelles quand elles viennent contrôler, et la réaction d'un établissement qui pense peut-être avoir bien fait. Pour CARA, encore une fois, moi je peux citer, je comprends qu'on se dise c'est pas des gens honnêtes, et c'est logique cette décision, mais tout le monde n'est pas comme ça. Donc, Vous voulez dire, Daniel, c'est que donc, pour les autres, il n'y a pas, dans le fisc a dit maintenant, il y a une espèce de droit à l'erreur, et c'est pas ça que vous constatez dans d'autres métiers. Ben, en fait, je suis peut-être le seul dans la salle à être dans ce cas-là, mais j'ai bossé pour une autorité de marché, j'ai bossé dans le conseil, et j'ai bossé pour une société de gestion. Donc en fait, j'ai fait les trois. Quand je bossais dans le corps de contrôle de Matif SA, il fallait qu'on soit capable de démontrer pourquoi quelqu'un avait mal fait et pourquoi, comment il fallait qu'il corrige. Aujourd'hui, je ne suis pas certain que dans tous les domaines, ceux qui contrôlent peuvent faire ce genre de choses. Et je le dis avec le maximum d'humilité parce qu'il y a des choses qui sont plus complexes, mais il y a aussi des domaines où il n'y a pas de limite à l'imagination, comme sur les conflits d'intérêts. Donc on peut inventer beaucoup de choses et on peut instabiliser, c'est un mot qui n'existe pas, mais on peut instabiliser les gens. Et je pense que ce n'est pas le rôle d'une autorité de contrôle. Alors après, le trop d'impôts tue l'impôt, c'est trop de régulation ou trop de supervision tue le business. C'est un peu ça. Oui, mais en même temps, je ne peux pas me fâcher ni avec la CPR ni avec l'AMF. Parce que tu as des clients derrière. Oui, il faut penser à ça quand même. David, un mot, et après, je pense qu'on pourra... Un mot, nous, pour essayer, en plus, à l'ANACOFI, on a quand même un historique de relations avec des fédérations d'autres pays, et en plus on avait fait une étude de comparaison entre la France et le Canada, puis maintenant on va s'attaquer pour information France-Maroc. Donc c'est vrai qu'on voit qu'il peut y avoir d'autres manières de réguler. Si c'est là-dessus que tu veux que je réponde, il peut y avoir des manières qui semblent plus douces. En général, elles sont différentes. Si je regarde par exemple le Canada, c'est vrai qu'on pourrait se dire qu'il régule de façon plus gentille. En réalité, je prends juste un exemple. Discutant avec les dirigeants de l'ORAMF local, je demande si, quand vous tombez sur une société qui n'a pas mis en place les documents, alors ils n'ont pas forcément de lettre de mission haute, est-ce que vous les allumez directement? Et elle me regarde, pourquoi voulez-vous qu'on fasse ça? Je dis, ouais, c'est-à-dire, est-ce que vous leur demandez de l'argent, une amende? Elle dit, question, monsieur Charlet, est-ce qu'ils ont fait perdre de l'argent aux clients? Je fais, admettons que non, mais vous découvrez que la société n'est pas en situation conforme. Il dit, on lui ordonne de se mettre en conformité, mais pourquoi voulez-vous que je prenne de l'argent alors qu'elle a fait perdre de l'argent à personne? Voilà. Vous voyez une différence. Par contre, je dis, mais est-ce que vous faites des contrôles réguliers ou sur les petits acteurs tous les 5 ans? Il dit, là aussi, pourquoi voulez-vous que je fasse ça? Je dis, vous les contrôlez quand? Il dit, dès qu'il y a une plainte, dès qu'il y a une réclamation. Ah, alors dès qu'il y a une réclamation, vous pointez, oui. Voilà.
c'est plus simple, mais en fait, ils vérifient les mêmes domaines. Et en fait, si jamais personne ne se plaint de vous, vous les voyez pas. Si un jour quelqu'un se plaint de vous, ils arriveront 20 fois. Et là, ça peut devenir un autre monde. Et évidemment, avec un autre truc que nous n'avons pas, ils aiment les registres. C'est-à-dire que les manquements de vos trucs apparaissent et puis ils restent. Hein, boum. Donc tout consommateur voit. Voilà. Donc on peut faire autrement. Et oui, la question que doivent se poser, qu'on se pose partout et dans tous les États, c'est ne pas en faire trop. Mais même quand on regarde un pays qu'on nous montre comme disant, vous voyez, là c'est plus cool. Et c'est vrai que ça le semble pour des professionnels qui travaillent correctement. Attention, celui qui ferait une série d'erreurs en cascade aurait un contrôle par an. Vous voyez, il en aurait un tous les ans. À la fin, c'est usant. Ouais. Moi, j'ai un autre Enfin, exemple nous, on en n'est tête. pas mais- demandeurs de ce genre de choses. Moi, j'ai un autre exemple en tête, mais peut-être que je me trompe un peu parce que c'est pas mon domaine de spécialité. Mais j'ai déjà entendu des patrons d'entreprises, pas dans votre secteur, dire aussi aux États-Unis, la régulation, la supervision, ça peut être un peu plus lâche, un peu plus léger. Mais si on se plante, on va en prison. Alors qu'en France, on a un côté, on va payer une amende. Donc, Oui, alors les pas tout à sanctions fait, parce pénales que peuvent être. maintenant, nos deux régulateurs peuvent quand même te donner une interdiction d'exercice qui, sans être une prison, a moyen de faire mal. Et puis, nous n'oublions quand même pas que de temps en temps, je pense que Sébastien, vous faites quelques transmissions au procureur si nécessaire. Donc, la prison est, J'ai sur pas- certains sujets, ne peut pas exister un peu partout, mais voilà. Donc, oui, la question de savoir si la régulation et la réglementation plus globalement n'a pas dépassé les bornes est une question qu'on se pose partout et à tout instant. Ce que l'on dit par contre-temps, je dis oui, mais quand on regarde le Canada, on se dit c'est plus cool, mais ça l'est peut-être pas tant. Alors on va le dire quand même clairement. L'impression qu'on a aujourd'hui depuis 2018, c'est qu'on est passé au-dessus d'un seuil qui était nécessaire. Donc après, on vole au-dessus d'un niveau où on avait besoin de faire ça, et maintenant il faut trouver des choses pratiques. Parce qu'effectivement, on va commencer à avoir des disparitions d'entreprises. Avant de passer la parole à Sébastien Grégoire, tu dis ça parce que peut-être aussi avant 2018, l'autorégulation dans votre industrie n'était pas forcément Non, c'est au pas niveau, ça, ou, c'est MIF2, c'est MIF2 qui a posé un certain nombre de bases, et quand on les creuse, en fait, la manière de les creuser peut amener à des choses qui sont trop lourdes, et pas forcément d'ailleurs que chez nous Français, c'est un texte européen, quoi. Donc, regarde, pardon, mais nous avons les CIF, mais quel autre pays a des CIF ? Bon, regardez certains pays, vous allez voir que dans certains pays, pour avoir des professionnels comparables à nous, ils en ont quelques centaines. Mais pourquoi ? Parce que la régulation induite dans leur pays par MIF2 a fait que c'est pas faisable. Voilà, c'est pas faisable d'avoir une grande population d'intermédiaires en régime analogue, par exemple. Voilà. Donc c'est ça le sujet. Mais je pense que la limite à partir de laquelle on a commencé à se poser la question de savoir si on n'était pas, le texte européen de départ n'était pas un peu brutal et permettait des dérives en gold plating, enfin en surtransposition si on en fait, c'est MIF2. Jusqu'à MIF2, très sincèrement, on était très raisonnable. Sébastien et Grégoire, sur les différents points qui ont été abordés, qu'est-ce que ça vous inspire ? Ça m'inspire sur les remarques de Daniel. Je ne sais pas si vous les appliquez aux associations de CIF qui ont quand même un rôle de contrôle. Non, je ne sais pas. Voilà, je souhaite simplement le mentionner. Après, il y a une question de bien faire son métier. Évidemment, il y a des gens qui peuvent penser bien faire et qui ne font pas bien parce que la réglementation est compliquée. Grégoire a pris l'exemple des préférences de durabilité. Je pense que nous, dans nos publications assez récentes sur le sujet, au-delà de la communication conjointe avec la CPR, on a pu montrer qu'on était conscient que c'était complexe. Ça a d'ailleurs un effet pervers. Et ça qu'on documente aussi, c'est que pour le coup, ça fait fuir les gens d'appliquer cette réglementation alors qu'elle ne serait pas obligatoire. Donc, en gros, préférence de durabilité, on voit bien que c'est un coup d'épée dans l'eau. Alors, aller taper là-dessus, on ne l'a pas fait. C'est un exemple où on s'efforce d'être assez intelligent. Mais enfin, c'est assez humain d'essayer de bien faire son travail ou de vouloir pas bien le faire pour gagner plus d'argent. Enfin, voilà, c'est la vie. Bon, après, si je reprends votre exemple, que j'aimerais bien voir plus souvent, de la personne qui pensait avoir très très bien fait, mais qui a vraiment pas bien fait. On peut avoir la complexité. Mais en général, c'est la personne qui a pas bien fait, qui se dit c'est compliqué, pense que c'est ça, je vais pas demander. C'est pas aussi caricatural ce que vous avez fait.
Et dans ce cas-là, je pense qu'on est quand même relativement proportionné. Après, ça pose la question de la complexité de la réglementation. Oui, il y a beaucoup de choses. C'est pour ça que j'ai évoqué que sur RIS, typiquement, si ça arrive, on essaiera d'être proportionné. Après, on verra bien. Je pense qu'il y a eu le sujet de la réglementation. Bon, nous, on vous dit par ailleurs qu'on n'est pas régulateur au sens où on va pondre des normes supplémentaires pour le plaisir. Il y a la supervision où, évidemment, comme les textes ne sont pas non plus dans le détail, et heureusement, de tout, il y a quand même une question d'interprétation. Interprétation, on est dans un état de droit, me semble-t-il, où à la fin, c'est quand même tranché. Nous, nos décisions, toutes, sont quand même contestables. Et honnêtement, beaucoup sont contestées. Alors, on gagne beaucoup aussi, parce qu'on fait bien notre travail. Et ça, c'est un côté qui me rassure quelque part. Mais c'est des procédures où, voilà, peut-être pas paralysis, mais je peux vous garantir vraiment que voilà, la Cour d'appel, le Conseil d'État, le Conseil des entités régulées, on en a beaucoup. Alors, on peut appeler de nos voeux, et c'est là peut-être sur l'élargissement du débat. La réglementation, c'est évidemment pour protéger l'épargnant, c'est au cœur de nos missions, c'est fixé par le législateur. Maintenant, protéger l'épargnant, c'est pas le faire fuir de placer son épargne. Au contraire, et c'est pour ça qu'on appelle de nos voeux, au-delà des aspects, on va dire, politiques relatifs à l'union des marchés de capitaux, de l'épargne et de l'investissement, c'est de se dire que c'est une belle opportunité. Il y en a eu au niveau national par les lois que vous avez évoquées, industrie verte, pacte avant, etc. Au niveau européen, avec cette ambition, on va voir si elle arrive à se traduire, qui est de mobiliser l'épargne davantage, alors au service du financement de l'économie, ça c'est une vision politique, j'ai des besoins de financement, j'aimerais bien trouver l'argent pour le financer sans avoir besoin de faire des dépenses publiques et de lever les impôts, ça rend impopulaire. C'est aussi pour l'épargnant. Et là, on a des écarts, enfin il y a des études par exemple sur les épargnes retraite qui sont assez marquantes pour dire, voilà, le placement dans une assurance vie plutôt orienté fonds euro, sur 30 ans versus un fonds de pension pas très loin, je ne prends pas l'américain, investi avec une dimension un peu plus dynamique, en tout cas au début, vous avez des écarts qui peuvent quand même être à x4. Donc le côté patrimoine est quand même important. Et alors là, c'est là où je reviens. On a CIF, on a CGP. Évidemment que c'est important d'avoir des gens qui sont des relais en la matière. Donc nous, on a un rôle de superviser une population, mais qui a une utilité sociale qu'on n'a jamais remis en cause, qu'on ne remettra jamais en cause, puisqu'elle est là. Et avec une demande de la part de vos clients, qui est quand même d'avoir un relationnel que vous offrez. Bon, donc, je ne sais pas quoi dire de plus que chacun, sans doute, essaie de bien faire son métier. Maintenant, si vous ne voulez pas avoir ces règles-là, je vous invite à être co-législateur. C'est parlementaire européen, c'est chef d'État au Conseil ou c'est à la Commission européenne. Voilà. Je sais pas. Grégoire, une réaction à ce qui a été dit. Bon, Sébastien a très bien dit les réactions qu'on peut avoir en étant du côté des textes, de l'application des textes. Moi, je voulais faire juste 2 remarques. La première, c'est qu'il y a plus de contrôle parce que d'abord, vous êtes beaucoup plus nombreux, de plus en plus chaque année, et parce qu'il y a de plus en plus d'argent. Donc c'est normal qu'il y ait plus de contrôle. C'est aussi simple que ça. Hein. Je feuilletais l'excellente publication de la CPR avant de venir qui s'appelle le rapport chiffre, c'est-à-dire la concaténation de tous les chiffres en banque et en assurance. Et en assurance, les provisions techniques vie étaient de 200 milliards en 1991 et elles étaient de 2000 milliards hors retraite en 2021. Donc x10 en 30 ans. Et on a un doublement en fait du nombre d'intermédiaires entre 2010 en gros et maintenant. Donc c'est tout à fait normal que le marché soit surveillé parce que cet argent, c'est l'argent des épargnants, c'est pas celui des professionnels. Et donc vous avez cette responsabilité à assumer. Et puis parce que il y a de plus en plus de professionnels, donc proportionnellement, les choses ne changent pas, mais en nombre absolu, oui.
Voilà. Bon, la deuxième chose, c'est qu'il faut vraiment distinguer, on l'a déjà dit, vous l'avez dit, et Sébastien l'a rappelé, l'état global du marché et les mauvais comportements. Le superviseur, il n'est pas là pour donner un état global de la conformité du marché. D'abord, c'est très difficile, parce que c'est un peu subjectif. On s'y essaye, enfin on essaye de faire des études parfois, mais bon, ça reste compliqué. En revanche, on est bien là pour coincer les professionnels qui se comportent mal. Ça, c'est sûr. Donc c'est notre rôle. Et on le fait pourquoi? Parce que c'est ça qui assure la crédibilité d'un marché. Alors David a dit ça se passe différemment ailleurs. En fait, ça ne se passe pas très différemment ailleurs. Parlez avec un gestionnaire d'actifs américain, demandez-lui s'il ne croule pas sous la paperasse, il vous dira c'est épouvantable. En fait, la réglementation aux États-Unis est extrêmement compliquée, elle est très développée, il y a des textes dans tous les sens, il faut que je passe 5 certificats avant de faire la moindre vente. Ouais, c'est ça qu'il vous dira. Donc, bon, vous pouvez estimer qu'on a des difficultés en Europe, mais la difficulté principale en Europe, c'est celle qui sous-tendait les propos de Sébastien, c'est qu'on n'a pas le même taux de croissance. Donc du coup, nos produits d'épargne, ils n'ont pas la même dynamique, ça c'est sûr. Et c'est la grosse difficulté. Alors, moi, ce que j'ai apprécié entre le discours de Daniel et les vôtres et celui-là de Sébastien, qui me replace en réalité sur le terrain, puisque de l'autre côté, nous aussi, on sanctionne. donc c'est aussi un point important. Et du coup, j'ai un côté totalement schizophrénique, puisque d'un côté, l'injustice d'une sanction, on l'a vécu, sans rouvrir le débat. Ouais, pas l'ouvrir. Puis ils n'étaient pas là, enfin c'était pas eux qui étaient en charge. C'est pas leur faute, donc on leur ouvre pas, On l'a toujours un peu en travers de la gorge aussi, mais pas que. Mais ça, c'était le premier point. Au moins, je l'ai réitéré pour expliquer le pourquoi. Et de l'autre côté, par contre, effectivement, on peut paraître avec l'Anacofi des ayatollahs de la conformité, puisque derrière, on s'assure que nos adhérents, dès qu'ils ont terminé le contrôle, ils soient entièrement conformes en termes de documentation. Et on fait un travail de qualité avec nos contrôleurs. Mais de l'autre côté, je vais être un peu brutard, du coup ça va surprendre le public, mais ça fait des années que je dis que je ne suis pas une chambre d'enregistrement et qu'il faut arrêter de penser que je suis une chambre d'enregistrement. Donc je suis là pour garantir en réalité le fait que mes adhérents et l'image de mes adhérents vis-à-vis du grand public, elle soit stable et qu'on puisse faire confiance. On fait confiance à un notaire, on doit faire confiance à un conseiller en investissement financier. C'est ça mon job. Donc de l'autre côté, je suis désolé, quand tu vends un produit et tu sais pas, bah tu vends pas. Donc aujourd'hui, qu'on a une conformité qui est faite, alors on a de la chance puisqu'on a une dimension pédagogique aujourd'hui. Alors je suis désolé, je vais vous mettre en avant avec les webinaires qui sont faits, sur lesquels on a une évangélisation du grand public voilà. Donc c'était les limites du statut CIF, donc c'était intéressant. Et vous voyez, même moi, je les suis. Pour vous dire que c'est important, mais de l'autre côté, c'est toute l'image de la profession qui a préservé là-dessus, et c'est vraiment un point très important. On fait les modules 1, on forme les gens, on reforme les gens, on reforme les gens, on reforme les gens, mais malgré tout, comme vous l'avez dit, il y a des nouveaux acteurs qui arrivent aussi, et la profession grandit aussi, donc sans cesse il faut répéter. Mais en tout cas, je suis désolé, mais on vend pas quand on ne sait pas. David, et après Daniel. Et juste une chose, c'est qu'on est en train de vivre les CIF, on va dire qu'ils sont acculturés. Mais depuis la réforme du courtage, on bosse à faire le travail qu'on a fait sur les CIF, sur les courtiers. Parce qu'on a tout ce travail à faire. Ceux qui étaient déjà CIF avaient l'habitude d'une association. Il faut qu'on soit tout à fait honnête. Beaucoup des courtiers qui nous ont rejoints sont arrivés parce qu'il fallait s'inscrire. Ils ont choisi l'Anacofi parce que finalement on en disait grand bien ou qu'ils la trouvaient pas trop chère. Alors ceci n'en est pas la moins chère, donc le coût du prix n'est pas forcément le sujet. Mais on est en train de vivre ce que l'on a vécu avec une énorme différence qu'on néglige, et elle se voit aussi quand on fait un événement, c'est qu'à l'époque on a dû acculturer les CIF. On avait toutes les formations et les réunions en présentiel. Chacun des CIF des premières générations est venu dans nos réunions et il y venait et il n'avait pas d'alternative. Aujourd'hui, on essaye d'acculturer des populations de plusieurs dizaines de milliers d'entreprises en n'ayant pas cette solution.
Voilà. Et en n'ayant aucun schéma obligatoire, ne serait-ce même que pour qu'ils suivent ça chez nous. Il ne faudrait pas l'oublier, mais c'est une vraie différence. L'AMF nous confie le fait de faire passer le message, et ça ne peut passer que par nous, pas la CPR. Et c'est un vrai sujet. Parce que quand on discute dans les quelques pays dans lesquels il y a de la co-régulation aussi, il n'y en a pas en Europe, sauf un peu en Suisse. Voilà. C'est pas l'Europe. Mais tous les pays où il y a un schéma dit de co-régulation, il y a un schéma dans lequel on fait passer les messages, et celui où il y a des schémas comparables à celui du CIF sont plus rapides, surtout dans un schéma où aujourd'hui les gens ne viennent même plus en présentiel. Je fais juste cette remarque qui est vraiment pas neutre. On a mis peu de temps à acculturer les premiers CIF, ce sera plus long sur les courtiers. Sauf à ce qu'on nous donne, c'est ce qu'on nous demande. Hein, et pas qu'on nous dise à la CPR qu'on n'est qu'un à pouvoir appeler les services. Il faut qu'on puisse avancer. Le message est passé. Daniel, on a entendu 2 fois le mot autorégulation. Là, on vient d'entendre le mot co-régulation. Est-ce que, selon vous, c'est une piste qu'il faudrait creuser davantage? Vous aviez commencé à l'évoquer tout à l'heure, c'est-à-dire se dire. Oui, mais je pense que c'est à peu près clair que, en tout cas, tout le monde souhaite, enfin toutes les professions souhaitent une certaine forme d'allègement et que potentiellement on leur fasse confiance dans leur façon de travailler. Alors, la confiance n'exclut pas le contrôle. Donc, Nebojša l'a évoqué. Je vais passer par un exemple du coup. Les CIF sont contrôlés au moins une fois tous les 5 ans, voire plus si jamais ils ont raté un peu leur coup. Donc déjà, il y a une régulation qui est faite par vous, avec du contrôle, et je trouve ça très bien. L'AMF ou la CPR, de toute façon, parce que les CIF, il ne faut pas oublier, hein, si vous regardez le dépouillement des FRACIF chaque année, le CIF moyen, il fait 20% au maximum de son chiffre d'affaires en CIF, et 80% en courtage en assurance. Donc en fait, déjà, quand il y a eu MIF 2, la plupart des CIF qui étaient installés ont fait passer sur DDA, enfin sur leur activité de courtage, les obligations qui leur étaient faites. Donc c'était des choses logiques de ne pas faire 2 choses différentes alors que finalement il y a une sorte de convergence. Mais donc moi je trouve que il y a des gens qui sont là pour contrôler, donc c'est très bien pour vérifier. La CPR comme donc l'AMF peuvent aussi intervenir quand elles veulent, pas une fois tous les 5 ans, mais chez certains établissements. Moi, ce que je vois là, sur les sanctions qui ont pu être évoquées, c'est que sur 2 sanctions et une composition, on a demandé aux sociétés de gestion, enfin on a sanctionné des sociétés de gestion où on a imposé un paiement à celle qui a composé sur le fait de ne pas avoir vérifié la valeur ajoutée qui était apportée chaque année aux clients. Et donc, ça veut dire que les sociétés de gestion maintenant doivent s'instiller dans le dispositif qui existe déjà et contrôler à leur tour, ensemble ou séparément. Je ne sais pas, parce que séparément, je ne suis pas sûr que les CIF aient envie de montrer les portefeuilles de leurs clients, la ventilation, parce que c'est quelque chose qu'elles ne donnent pas d'une manière générale aux sociétés de gestion avec lesquelles elles travaillent, et qu'elles remontent ça via éventuellement la gouvernance produit, mais c'est tout. Et donc en fait, pourquoi je dis ça? Je me dis, si jamais on instille un contrôle supplémentaire, qui est peut-être difficile à mettre en œuvre, pourquoi on ne demande pas aux régulateurs européens d'ajouter juste quelques mots, genre à l'exception des sociétés de gestion? C'est juste ça, quoi. Oui, sur ce point, vous avez dans la RIS la notion de bénéfice tangible, qui n'est pas celle d'amélioration du service rendu. Bon, on voit que ça évolue. En revanche, l'idée, elle reste la même. C'est pour, et il faut quand même rappeler un peu le contexte, pour maintenir le principe de rétrocession, qui est quand même usité très largement. Voilà. Dans 26 pays sur 27. Même les Américains, contrairement à ce qu'on dit. Dans un dispositif très largement usité. Alors même qu'il y avait une velléité de l'entité qui a le monopole de l'initiative législative au niveau européen d'y mettre fin. Le compromis politique
a été de dire on le maintient, mais avec amélioration du service rendu. C'était les termes. C'était les termes. Bon. Et c'est là où, peut-être pour revenir au début de notre discussion, terme vague. C'est quoi amélioration du service rendu? C'est pas hyper clair. Premier point. Deuxième point, il y en a quand même qui ont clarifié. Sans qu'il y ait de texte. Alors c'est vrai, il n'y a pas de texte au niveau national, mais si on en avait fait un, on se serait fait taper pour dire mais vous surtransposez. Il n'y a pas de texte au niveau européen. Non, mais ouais, c'est pas une défense, hein, c'est juste pour un constat. Une fois qu'on a dit ça, il y a des entreprises qui ont fait des choses, enfin qui ont écrit des choses, mais qui ne l'ont pas fait. Et si vous regardez précisément les deux dossiers, c'est ça que la commission des sanctions a sanctionné. C'est de dire je fais des choses. Alors après, vous avez parlé de régulation de la profession. Donc Pour celui le coup, qui ne dit rien peut s'en sortir. En tout cas, on ne peut pas le sanctionner pour ne pas avoir mis en avant des choses Ouais. qu'il aurait dites. Après, il y a le sujet plus général. Et c'est là où, évidemment, on est en train de regarder, parce que les sociétés de gestion se plaignent. Sur les deux dossiers dont on parle, c'est certainement pas le premier grief. Honnêtement, c'est pas ça qui a coûté le plus. En revanche, ça a évidemment suscité beaucoup d'émoi, parce que beaucoup se sont dit « Ah, mais moi, j'ai rien fait. » Rien, au sens « J'ai rien fait, donc je peux me faire... » Bon, je suis pas sûr qu'on va se prendre toutes les sociétés de gestion, une par une, juste pour se dire « Allez, on s'est fait plaisir. » C'est pas du tout l'idée. Et la réaction qui a été mise en avant, voilà, la FGI travaille, c'est pas un secret. Et nous, voilà, on voit bien que ça émeut. Alors on va voir si cette RIS, décidément, elle voit le jour ou pas, parce que si c'est bénéfice tangible, c'est sûr qu'on va pas s'amuser à prendre 3 ans pour définir ce que c'est qu'amélioration du service rendu. On va surtout s'assurer de savoir ce que c'est que bénéfice tangible. Mais enfin, l'idée, elle est toujours là. Et c'est là où j'en reviens. C'est que c'est quand même compliqué, à la base, de se dire « Ah, mais il faut surtout pas aller sur ce terrain-là, parce que, mon Dieu, ça fait de l'émoi. » C'est de se dire « Attendez, la rétrocession ou les frais, je pense que je choque personne pour dire que c'est quand même en face d'un service. Enfin, s'il y a quelqu'un qui vous dit « Payez-moi, mais je vous fais rien », je pense que vous refusez. Voilà. Donc, moi, c'est juste pour dire, conceptuellement, intellectuellement, dans le détail, enfin, je veux dire, on y travaille. Tout le monde y travaille, on voit bien que... Mais c'est quand même pas non plus choquant de se dire que cette réglementation prévoyait qu'il y ait un truc en face d'une rémunération. C'est tout. Maintenant, on est dans le flou, et on voit bien que le flou, on en sort à ses dépens, comme disait l'autre. David, sur ce point? J'ai l'impression que Daniel a envie de réagir là. Non, mais c'est pas pour... Non, mais je pense que ce qu'on est en train d'évoquer, c'est que les entités régulées, pour l'être, déposent un programme d'activité, soit auprès de leur association, soit auprès d'une autorité de l'autorité. Et ces dossiers sont discutés, instruits, et ça donne lieu à un agrément. Et à côté de ces programmes d'activité, il y a aussi des procédures internes dans lesquelles, de temps en temps, et peut-être dans le cadre de l'instruction ou dans le cadre de la rédaction, il y a des engagements qui sont pris et qui sont peut-être un peu exorbitants à la fin. C'est en ce sens aussi, hein, Sébastien, que je dis les choses. C'est parce que de temps en temps, on s'engage à trop. Et prendre une mornifle juste parce qu'on a écrit un truc... Il a dit que c'était des repeat offenders. Ils avaient fait d'autres choses, visiblement. Oui, mais en fait, encore une fois, j'ai été contrôleur et j'ai amené des dossiers, enfin apporté des dossiers devant des autorités ou des commissions des sanctions. Donc je vois très bien la portée, c'est-à-dire que plus on aurait des documents simples à la base, peut-être ce serait bien. Mais ce qui est quand même, je précise juste, ce qui a été demandé, c'est quand même de vérifier. Je suis bien placé pour savoir qu'il y a un groupe de travail à l'AFG puisque je l'anime. Et ça pose des tas de questions aussi sur comment on met en place ce genre de choses. Et en fait, et à la fin, c'est pas seulement le travail qu'on fait, c'est l'énergie et le coût que ça peut représenter. Et en fait, dans les vœux de la présidente de l'AMF cette année, elle demandait de rapatrier les emplois en France. Mais dans ces conditions, si jamais on rapatrie et que juste parce qu'on a dit qu'on ferait un truc ou qu'on l'a pas fait exactement comme on l'a dit ou on l'a pas fait, ce que j'ai dit, encore une fois, c'est il y a déjà les associations professionnelles qui peuvent contrôler ce point et l'AMF qui régule. Donc, est-ce que c'est utile de rajouter une strate de plus?
C'est juste ça mon point. C'est est-ce que, oui ou non, 2 autorités qui peuvent contrôler un membre, ça ne suffit pas. Voilà. Le sujet peut s'étendre à la CPR, hein, c'est pas pour venir déporter. Mais je rappelle avec votre logique de conception de réseau, on pourrait tout à fait retrouver le même genre de débat. D'ailleurs, pour au moins une des décisions, on n'est pas très loin de frôler la prise de position de l'AMF dans ses sanctions. C'est vrai que, alors pour le coup, moi on l'a vécu, hein, j'ai quand même fait 2 contrôles AMF, donc comme on a vu, c'est vrai que c'est quand même assez surprenant de temps en temps quand on a écrit un truc et qu'on sait ce qu'on a voulu dire et que de l'autre côté on nous dit comment faut le comprendre. Voilà. Mais ce qui est amusant, c'est quand on entend nos membres venir nous parler, des fois il y a la même chose. Ils ont expliqué quelque chose et un de nos contrôleurs leur explique aussi ça. Donc je pense que là, il faut comment en fait ce que tu as dit, ce que ça aurait dû entraîner. Et, regarde, je comprends pas ce qu'il me dit. Voilà. Donc il y a quand même un sujet de simplicité. Oui, on a beaucoup de choses à mettre en œuvre. Oui, effectivement, il pourrait y avoir des sujets de simplicité. Ceci dit, le grand problème des décisions qui viennent d'être prises par l'AMF, en effet, moi j'en vois un, alors en dehors de la mise en place de l'intérêt des sociétés de gestion, puisqu'on ne les représente pas, moi j'en vois un, c'est comment on va faire s'ils commencent à demander les rapports d'adéquation, sachant que dans les rapports d'adéquation, pour la plupart des CIF, en fait c'est des conseils en gestion de patrimoine. C'est-à-dire que dedans, il y a tout un tas d'éléments que la société de gestion n'a pas à connaître. Point. Elle n'a pas à les connaître. RGPD, point barre. Et c'est pas la CNIL en face. Comment on fait ? On extrait un petit bout comme on rend un procès-verbal, un extrait de procès-verbal d'un conseil d'administration dans une société quand on nous demande de prouver que quelque chose a été décidé en PV, et au régulateur, et le régulateur va se contenter, quand il va aller contrôler une société de gestion, de voir qu'elle a obtenu un extrait du rapport et que donc elle peut penser qu'il a raison. Parce que, pardon, mais concrètement, comment on fait ? Un CIF qui remonterait tout le rapport d'adéquation avec tous les éléments, y compris que le mec est en train d'expliquer qu'il est en train de divorcer, qu'il a 8 femmes, qu'est-ce que ça vient foutre dans les livres de la société de gestion ? Oui, alors, pour le cas que j'ai pris, on est bien que c'est pas bien. Alors, voilà. Mais je veux dire, vous voyez, je peux en prendre, voilà. Comment on va faire ? Voilà, moi, c'est la question qu'on va se poser. Alors évidemment, on va se la poser avec l'AFG, on va attendre de voir. Mais moi, ce que j'entends, c'est des gens qui me disent ce genre de choses, et c'est pas faux. C'est oui, ok, très bien. L'idée de poser, par exemple, une déclaration à l'intérieur dans un vault qui sécurise, puis on l'ouvrira si un jour il y a un débat, peut-être. Enfin, ceci dit, dans ce cas-là, est-ce qu'on peut pas imaginer que l'AMF, dans un cas comme celui-ci, où la CPR dit ouais, mais vous êtes gentil, mais on ne sait pas ce qu'il avait mis dedans. Il avait peut-être mis sa déclaration d'impôt personnel et puis c'est terminé, ou autre chose, une page blanche. Voilà. Ça, c'est des questions bêtes, hein. Mais vous voyez, dans une association, ça, c'est le genre de questions qu'on va avoir sur nos services juridiques. Il faut qu'on ait une réponse. Pardon. Pas sûr qu'on aura la réponse Mais ce soir. Mais... Non, mais il faudra qu'on ait une réponse. Parce que quand nous, on répond, si un de nos membres se fait allumer, et d'ailleurs, j'ai un cas sur un autre sujet, il se fait allumer sur un truc que nous, on a dit, vous pouvez faire comme ça, et il se fait allumer sur ça, évidemment qu'il râle. Et là, j'ai un exemple précis sur lequel il faudra qu'on ait une explication, parce que il y en a un qui vient de se faire allumer sur un truc, pardon, mais il me semblait qu'on était d'accord pour dire quelque chose. Mais c'est normal, ils vont venir vers nos associations, c'est ce qui nous a été délégué. Donc pas de problème pour les acculturer, mais encore faut-il être sûr de ce qu'on dit. Grégoire, je ne sais pas si vous voulez réagir à ce qui a été dit, ou sinon je vous lance sur le sujet de la simplification. C'est est-ce que la réponse dans tout ça, c'est pas peut-être d'être plus simple et de sanctionner quand il y a des CIF qui abusent, et pas seulement sur un point, quoi. Alors je me tenais prudemment sur le bord, puisque ce ne sont pas des sujets directement à CPR, mais en fait c'est pas vrai. Et puis je vais reprendre les termes de Sébastien là encore. On a effectivement, comme le disait David, un petit peu les mêmes sujets avec les associations d'intermédiaires en assurance côté ACPR. Et ça fait revenir 10 ans en arrière pour les associations de CIF, par rapport à la situation que vous vivez. Et c'est intéressant parce que ça montre à la fois pourquoi les associations sont utiles et pourquoi elles apportent de la valeur, pourquoi elles apportent de la valeur à l'ensemble du marché, et aussi pourquoi c'est difficile et pourquoi il faut qu'elles soient surveillées. Pourquoi elles apportent de la valeur ? Parce qu'on l'a dit,
Les intermédiaires sont de plus en plus nombreux. C'est vrai pour les CIF, c'est vrai pour les autres catégories d'intermédiaires. Et la réglementation se développe parce que les produits se développent et qu'ils sont complexes. Il faut avoir ça en tête. Les produits français, les produits d'épargne français, hors livret A et autres produits réglementés, sont complexes. Et d'ailleurs, c'est la raison d'être des intermédiaires. Vous êtes là pour pouvoir expliquer aux clients la complexité des produits et ce qui leur convient, ce qui ne leur convient pas. Donc s'il y a juste la CPR et l'AMF, en fait, on n'est pas capable de superviser l'ensemble du marché. Et c'est pour ça qu'on a créé des associations d'intermédiaires. Et la valeur que vous apportez, c'est deux choses. C'est les contrôles de base, disons, enfin la première catégorie de... C'est la vérification. Chez nous, c'est la vérification. Contrôle, mais là, bon, on est sur les CIF, donc je reprends sur les CIF. Oui. Et la deuxième chose, c'est veiller à la formation. Et ce sont deux choses qui sont extrêmement importantes, puisque la conformité, c'est évidemment les conditions d'exercice, mais la formation, c'est la qualité de l'exercice. Et donc, vous avez fait tout un travail côté CIF qu'on commence seulement côté ACPR, et c'est pas simple. Donc, alors sur le manque de dialogue, quand même pas. C'est pas le manque de dialogue. Pour le coup, au début peut-être, non, ça va mieux. C'est pas tout. Donc il y a effectivement à mettre en place un dialogue entre les associations et le superviseur. Et puis ensuite, il faut un tuyau questions-réponses, qui est pas simple non plus parce que en fait, quand vous apportez des cas particuliers. Il faudrait examiner en intégralité le cas, avoir beaucoup d'éléments pour pouvoir se prononcer autrement que en principe, et avec le risque qu'on dise la CPR ou l'AMF, on dit ça, donc c'est OK. Et puis en fait, quand on regarde plus en détail, on s'aperçoit que c'est pas si OK que ça. Voilà. Donc ce sont ces deux éléments pour lesquels on pense que les associations apportent de la valeur. C'est aussi pour ça que vous êtes contrôlé. Donc là, vous êtes sur une phase de maturité côté AMF, vous avez eu de l'expérience, etc. On n'est pas encore à cette phase-là côté ACPR, on est dans la phase construction, mais ça viendra et ça sera la même chose. Et c'est logique, c'est normal, et c'est dans le cadre d'un dialogue dynamique, exigeant, parfois un peu frustrant, mais c'est un dialogue à avoir parce que l'intérêt de la profession, il est à ce prix-là. Je pose une question, peut-être, je ne suis pas sûr qu'il y ait une réponse. Sébastien disait tout à l'heure, on peut faire appel. Il y a alors le Conseil d'État, ou je sais pas, il y a peut-être une chambre intermédiaire avant le Conseil d'État, non? Directement Conseil d'État. Mais est-ce que le sentiment des gens qui sont assis sur cette estrade, c'est qu'il y a assez de contre-pouvoir aujourd'hui face aux superviseurs? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut... ou est-ce que c'est comme dans le foot, en fait, ils se plaignent tout le temps de l'arbitre, et puis surtout, ils disent, et puis quand on n'est pas content, on peut rien dire, quoi. Non, il n'y a pas de contre-pouvoir réel, il faut qu'on soit net. Il y a la capacité de faire appel. S'il manquait quelque chose dans le schéma, dans la mesure où les deux superviseurs ne sont pas forcément autorisés à produire de la comme il y a un médiateur de l'assurance. Non, c'est pas ça, en fait. Je pense que s'il manque quelque chose, il manque un acteur. Bon, d'abord, je pense, et ça c'est tout à fait personnel, que des membres du Conseil d'État à tous les étages, c'est pas possible. Voilà, point barre, ça je le dis clairement. Il ne peut pas y avoir des membres du Conseil d'État et au collège et dans la commission des sanctions et être la cour d'appel. Point. Ça c'est clair. Nous on fait ça dans nos assos, c'est un conflit d'intérêts. Bon, donc ça me paraît un truc qui serait à corriger. Il peut être à 2 étages mais pas aux 3. Mais c'est pas vraiment ça le problème. Le problème que l'on a, c'est si l'AMF et la CPR ne peuvent pas nous répondre, pour une raison X ou Y, ils ne peuvent pas. Il y a un sujet où on a un débat, et ils ne peuvent pas soit nous répondre rapidement, soit ils disent pardon, mais là, pour le coup, on est à la limite de notre pouvoir. Le quitus, quoi. Il faudrait qu'on ait un autre acteur qui soit en capacité de nous aider tous les deux. Tant le régulateur que nous, c'est dire écoutez les enfants, voilà la réponse que vous pouvez appliquer en attendant qu'on ait autre chose. Ça, je pense que c'est un élément qui est manquant parce que ça nous empêche. On est obligé d'attendre de savoir si l'AMF ou la CPR va pouvoir nous répondre. S'ils ne peuvent pas nous répondre, on est obligé d'attendre qu'il y ait une sanction, puis qu'éventuellement il y ait un appel sur la sanction, pour qu'un jour on puisse être sûr d'une réponse. C'est long, c'est coûteux, c'est anxiogène. Et c'est décevant pour l'adhérent qui éventuellement nous aurait posé une question et qui ont dit écoute, tu attendras de savoir s'il y a eu une sanction un jour là-dessus pour qu'on soit sûr de ce qu'on dit. Or, je peux comprendre que la CPR ou l'AMF
ne soit pas en capacité de répondre sur quelque chose. Quand je dis capacité, ça peut être la capacité au sens légal du terme. C'est-à-dire, pardon, je ne peux pas vous répondre, quoi. Donc je ne peux pas prendre la responsabilité de ce truc, ou ça va être très long, alors que là, vous avez un besoin urgent. Voilà, c'est tout. Ça, je pense que ça manquerait. Et pour le reste, oui, je pense en effet qu'il y a un acteur qui ne devrait pas être aux 3 étages. Sur la notion de contre-pouvoir, est-ce que quelqu'un a quelque chose à ajouter ou pas? Sinon, sur le... Tout à l'heure, je crois que c'est David qui l'évoquait, alors pareil, c'est peut-être un peu provocateur, mais dans une période de vide politique, est-ce qu'il y a effectivement des superviseurs ou des régulateurs à d'autres échelons qui prennent trop de pouvoir parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus de fil conducteur politique? Est-ce que c'est un des sentiments qu'on peut avoir aujourd'hui, ou est-ce que c'est une critique un peu gratuite? Non, c'est juste un constat. Il n'y a pas de politique. Ceux qui font le boulot, c'est eux. C'est-à-dire que quand on a des sujets et que tu n'as pas de politique qui fait un texte, ceux vers qui on se tourne, ce sont justement les régulateurs. C'est aussi pour ça que je dis, dans des moments comme ça, s'il y avait un autre acteur capable de prendre une décision qu'ils ne peuvent pas prendre, ça pourrait aider. Voilà. Nebotcha, vous voulez dire quelque chose? Non, juste le fait qu'on n'est pas représenté auprès du collège de l'AMF, tout simplement. On n'a pas de poste, on n'a pas voix au débat sur cette partie-là. On ne peut pas échanger, on ne peut pas exposer. Vous savez, c'est toujours la même chose. Je ne connais pas la composition du collège de l'AMF, mais il y a d'autres associations qui sont représentées ou... Non. Pas d'association CIF. Ouais, c'est un petit peu, c'est comme si vous parliez de votre voisin tous les jours et vous ne l'avez jamais vu. Et vous savez pas à quoi il ressemble, et du coup, vous dites c'est con, pour la fête des voisins, le voisin de gauche, je l'ai jamais vu. Mais est-ce qu'on l'a invité? Bah non, il y a que 6 chaises, il y en a pas 7. Tu comprends qu'on l'invite jamais, celui-là. Sébastien. Enfin, bon. On approche de on la approche la conclusion. fin. Non, Ouais. c'était juste la composition est définie par le législateur. C'est pas l'AMF qui décide qui elle nomme. Après, il y a des autorités de nomination. Voilà. Non, mais c'est intéressant. Hein. Moi, dans l'autre. Et après, sur la représentation. Alors, par exemple, il y a eu le débat, Jean-François notamment, là, dans la ligne directe, sur la représentation des épargnants. Voilà. Et puis après, la représentation des petits distributeurs. Voilà. Moi, j'avoue que voilà, dans la distribution, moi, je me dis que dans 10 ans, de toute façon, à ce rythme-là, on va avoir que des plateformes de distribution dématérialisées et il restera que les CIF. Donc là, vous aurez peut-être votre chance. Hein. Faudra avoir les autorités de nomination, les ministres et autres. C'est pas nous qui décidons à l'AMF. C'est juste ce que je voulais dire. La représentativité, c'était juste... J'aurais aussi quand même... Au niveau du collège de l'AMF, vu la diversité des sujets, je vous rassure, on ne passe pas 4 heures, si ce n'est 5, toutes les 2 semaines à parler que de CIF. Je rassure aussi. Et la délégation aux associations de CIF, c'est quand même pour traiter tous les aspects conformité et autres, contrôle. De base, voilà, nous, on contrôle, vu les ressources que j'ai, vu la population de régulés que j'ai, on va publier bientôt nos priorités de supervision, voilà, c'est quand même très limité. Donc évidemment qu'on va sur les brebis galeuses, les moutons noirs tels que ça nous est rapporté. Tu as évoqué David, par exemple, j'imagine que c'était au Canada, dès qu'il y a une alerte. On s'amuse pas, je vous rassure, il n'y a pas une urne avec les 7000 et quelques noms des CIF et il y a quelqu'un qui tire au sort. Et hop, j'espère qu'il n'y aura rien à dire et qu'on fera une lettre de suite toute sympa. Non, ça ne marche pas comme ça. Donc, ce que je dis juste, c'est qu'à la fin, pourquoi est-ce qu'on le fait? Parce que, la loi nous le demande. Pourquoi la loi nous le demande? On peut se dire qu'elle est parfois quand même bien rédigée. C'est aussi pour vous. Et là, pour le coup, vous avez parlé de contre-pouvoir. Moi, je prends juste un exemple. Un milieu que j'ai connu. Voilà. Les autorégulations. On peut citer médecins, avocats, etc. Quand vous avez une brebis galeuse, est-ce que ces associations sont capables, ou ordres ou autres, de traiter? Je crois qu'il y a eu un cas sur un médecin ou 32 viols, avant que l'ordre se dise, tiens, peut-être qu'il y a un petit sujet. Non, et je comprends très bien. Alors non, je comprends pas sur ce cas-là, mais je comprends très bien que les associations de CIF nous disent, c'est compliqué pour moi d'être dans la sanction, interdiction d'exercer. Évidemment que vous pourrez pas. Mais c'est pas inutile qu'il y en ait quand même un qui puisse le faire. Surtout quand il y a eu, pour le coup, vis-à-vis des épargnants, vol. Enfin, voilà. Et ça, c'est pour votre profession, l'image. Et on en parle de combien?
combien de dossiers contrôle CIF on fait à l'AMF? Très peu. Ça, on est bien au clair. Donc par rapport à votre population, c'est très faible. Et donc, faut juste raison garder. Voilà, c'est quand même ça qu'on vise, et que c'est pas l'un contre l'autre. Pour ça, le contre-pouvoir, moi, j'étais un peu perplexe par la question. Si c'est une question d'interprétation de la loi, oui, nous, on peut, pour dire, on n'irait pas sanctionner là-dessus où on pense. Après, si on s'est trompé, qu'il y a un client qui est lésé et qui va au civil, je veux dire, une autorité administrative, hein. Donc le contre-pouvoir, il est aussi de vos clients. Mais... Moi, je le dirais comme ça pour faire la pirouette, c'est que à la fin, nous, on n'est pas là à faire le juge en théorie. On est là à dire, bon, il y a plein de clients qui se plaignent, on a des alertes qui viennent de ci, de là. Et on va regarder, nous, directement, mais sur un nombre limité de CIF. Encore une fois, c'est d'autres politiques qu'on a en matière de supervision et de contrôle sur d'autres acteurs régulés de plus grande taille. Mais voilà, je tenais juste à remettre un peu en perspective. Sur les CIF, vous êtes l'acteur de distribution qui est sous notre supervision directe. La CPR en a bien d'autres, beaucoup plus gros, donc j'imagine que c'est très différent. On est dans l'humain, c'est des structures qui sont souvent petites qu'on va avoir contrôlées. C'est clair que c'est très différent, mais c'est quand même dans une logique aussi d'image de la profession, où, je le rappelle, à chaque fois que vous m'invitez, donc chaque année, j'espère que ça durera, c'est quand même aussi dans cette optique-là, c'est pas contre, c'est certains CIF pratiquent mal leur métier, et comme il y a certains médecins ou certains avocats qui le font mal, il faut qu'il y ait une capacité de sanction. Et honnêtement, je trouve que les associations de CIF, plus nous, c'est mieux que ce que je vois et ce que j'ai pratiqué en matière d'autres professions réglementées. Merci à tous les 5. Le rideau s'est levé au fond. Oui, donc je pense qu'on va pouvoir se diriger vers le cocktail qui clôturera cette année. Merci à tous ceux qui sont intervenus. Merci David pour cette Merci à vous. énième animation. Et bonne année.